Mathilde Panot, donc, est la nouvelle vice-présidente de LFI à l'Assemblée nationale. Elle est née du côté d'Orléans. Elle a fait des études de sciences politiques. Et si ma mémoire est bonne ou mes renseignements sont bons, vous avez fait des études aussi de politique internationale. Vous avez travaillé pour beaucoup d'associations différentes comme ATD Quart-Monde avant de rejoindre évidemment Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais qu'on écoute, en vous saluant, Mathilde Panot, la manière dont Madame Pénicaud s'est adressée à votre groupe et à l'opposition hier à l'Assemblée nationale avant que vous ne quittiez les travées de l'Assemblée. C'était hier après-midi. C'est 200 000 de nos concitoyens qui ont retrouvé la dignité, le pouvoir d'achat et le lien social que représente le travail. Pourquoi vous ne réjouissez pas pour eux? Pourquoi vous vous réjouissez pas que 26 millions d'actifs vont avoir droit, enfin, un vrai droit à la formation qui n'a jamais existé et qu'en novembre, ils auront leur application, ils auront leur vrai droit à la formation? Pourquoi vous ne vous réjouissez pas que l'apprentissage démarre et que certains de nos jeunes, enfin, retrouvent la possibilité d'un espoir et que leurs parents soient moins angoissés pour leur avenir? Mais comment vous pouvez ne pas vous réjouir sur ces nouvelles qui concernent nos concitoyens? Voilà l'apostrophe donc de Muriel Pénicaud. Mathilde Panot répond, elle est en direct. Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand avec Le Figaro. Voilà, après la décélération électorale donc du groupe du parti de Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens est devenu le numéro 2 et donc vous, Mathilde Panot, vous vous occupez du groupe. La réponse, pourquoi vous ne vous solidarisez pas des décisions qui sont prises par le gouvernement? Vous demandez hier à Madame Pénicaud, quelle est la réponse que vous lui apporteriez ce matin? Parce que la politique de ce gouvernement est complètement honteuse sur les questions de chômage. Elle continue à stigmatiser les chômeurs et à faire peser le problème du chômage sur les chômeurs alors que la situation actuelle est celle-ci. La situation actuelle, c'est que la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés dans notre pays. Et dans ceux qui sont indemnisés, la moitié gagne moins de 950 € par mois. Et qu'a fait Madame Muriel Pénicaud? Elle a déjà détruit le code du travail. Ensuite, elle a augmenté les contrôles qui existaient sur les chômeurs. Ça, c'était un décret de janvier. Et maintenant, elle réduit les droits au chômage qui vont d'abord toucher les jeunes, les femmes, les plus précaires. Elle vous l'a donné. L'objectif, c'est de descendre à 7%, alors que la France, ça fait 10 ans qu'on est autour de 10%. C'est-à-dire le double. Pardonnez-moi, je termine, mais vous allez répondre. C'est-à-dire le double de tous nos partenaires étrangers, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc., etc. Mais c'est très facile de descendre à 7% si c'est pour créer des travailleurs pauvres. Si on observe que certaines catégories, Madame Muriel Pénicaud devrait apprendre à lire les courbes de l'INSEE. Parce que lorsqu'on regarde les courbes de l'INSEE, le chômage n'est pas en train de baisser comme ils sont en train de le dire. La seule chose qu'ils sont en train de créer, c'est des travailleurs pauvres encore et encore. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire si on voulait vraiment faire baisser le chômage? Il faudrait créer de l'emploi dans la transition écologique. Il faudrait baisser le temps de travail pour que on travaille moins, mais mieux et tous. Et ça serait des vraies mesures qui permettraient à tout le monde de travailler. Et je vais vous dire aujourd'hui est un jour spécial parce que les associations de chômeurs et précaires vont manifester et d'ailleurs je vais les rejoindre tout à l'heure. Mais Madame Muriel Pénicaud ferait mieux de s'occuper aussi des agents de son ministère qui sont aussi aujourd'hui en grève pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils travaillent et les baisses d'effectifs. Et quand elle vous dit vous n'acceptez pas les résultats, évidemment, qui sont ceux du gouvernement d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron, elle rejoint une partie des Français qui, pour l'instant, si vous voulez, à l'égard d'Emmanuel Macron, je complète ma question, il y a eu 3 étapes. Il y a eu une période que vous connaissez où, au fond, il a été élu et une certaine forme d'approbation. Il y a eu la période des troubles sociaux où là, après l'affaire Benalla, la défiance était considérable. Et là, on a l'impression que, disons, il obtient un nouveau crédit auprès des Français. L'ensemble des Français, par la France insoumise. Donc est-ce que vous n'êtes pas à contre-courant justement de ce nouveau mouvement, ce 3e épisode du quinquennat d'Emmanuel Macron? Alors je ne crois pas déjà parce que notre pays compte 6 millions de chômeurs, qu'aujourd'hui le chômage tue directement, il y a 14 000 personnes qui meurent directement du chômage et que les mesures qui sont prises vont bousiller la vie quotidienne de plein de gens. Oui, alors c'est un chiffre qui vient d'études, donc il peut être contesté, mais en tout cas, des gens qui se suicident, des gens qui ont des dépressions, des gens qui ont des maladies précoces du fait du chômage, ça c'est une réalité. Et aujourd'hui, le problème, quel est-il? C'est que si on reprend le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, au début du quinquennat, la première mesure qu'il a prise immédiatement pour les plus riches de ce pays, c'est de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. À peu près 3 milliards et demi. Or, quel est le coût de cette mesure qu'ils sont en train de faire? L'investissement, donc, vous savez, l'argument a été donné à plusieurs reprises. Il n'y a pas que lui qui l'a donné, cet argument. Il y a plein d'économistes qui l'ont donné. Et pas forcément des économistes libéraux. Des gens ont considéré que la fiscalité du capital en France était tellement supérieure qu'il n'y avait pas d'investissement. Or, l'investissement revient. C'est pas pour... Mais quand vous regardez les mesures qui sont prises, l'impôt de solidarité sur la fortune, le CICE,
La réalité aujourd'hui, c'est qu'on détruit de l'emploi. Regardez Carrefour qui, par exemple, est un de ceux qui reçoit beaucoup de CICE par an. Ils sont en train de supprimer des emplois massivement. Mais donc, moi, je veux bien qu'on m'explique les mythes de ça va créer de l'emploi, de la croissance sur des choses. Mais juste la réalité. Et là, ce n'est pas vrai. Et moi, je le dis et je l'affirme, les mesures qui sont prises aujourd'hui contre les chômeurs. Parce que, quoi qu'on en dise, les chômeurs, ils cherchent du boulot. Mais quel est le problème aujourd'hui ? C'est qu'il y a une pénurie d'emploi. Et c'est à ça qu'on devrait s'attaquer. Parce que là, c'est juste une mesure budgétaire qui continue à stigmatiser les chômeurs et à faire en sorte qu'on continue à dire qu'ils sont en vacances, qu'ils vont aux Bahamas, comme certains députés La République En Marche aimaient le dire. Pardonnez-moi, mais quand vous étiez à Sciences Po, comme beaucoup de gens qui ont fait des études supérieures, vous avez entendu parler de Schumpeter, vous savez très bien. Et c'est la question que je vous pose. On est dans un basculement économique aujourd'hui, avec une économie numérique qui est en train de tout bouleverser, et Schumpeter a toujours expliqué que création de nouveaux emplois, c'était destruction d'emplois anciens, ce qui ne veut pas dire que la crise sociale n'est pas grave pour tous ceux qui sont touchés, mais c'est un des mouvements qui existent depuis la révolution industrielle au 19e siècle. C'est-à-dire que c'est le progrès technique qui crée cette situation-là et pas le gouvernement. Mais il y a des volontés politiques qui peuvent être mises en place. Mais où ? Je prends un exemple. Donnez-moi un exemple d'un pays, justement. Nous avons créé une agriculture sans paysans. Ils sont moins de 400, ils sont moins de 500 000 maintenant. Nous avons créé une agriculture sans paysans. Qu'est-ce que ça crée ? Ça crée que beaucoup des paysans aujourd'hui sont obligés d'avoir une vision de leur métier où on leur demande juste d'appuyer sur des boutons pour épandre des pesticides qui empoisonnent absolument tout le monde et eux en premier. Si on refaisait une agriculture qui remarche sur ses deux jambes, ça impliquerait déjà, en termes de respect du métier de l'agriculteur, quelque chose de beaucoup plus technique. Et de deux, et ça c'est pas juste la France Insoumise qui le dit, ça créerait 300 000 emplois paysans. Si on revenait à une agriculture paysanne et écologique. Oui, ça serait quand même souhaitable à l'époque où on est dans la 6e extinction de masse des espèces. Mais vous employez vous-même le conditionnel, ça créerait, mais on n'en sait rien du tout. Mais une grande partie, par exemple, de l'agriculture bio, il y a une étude qui est sortie la semaine dernière qui montrait qu'il y a beaucoup de produits bio qui étaient aussi infestés de pesticides que des produits qui ne sont pas labellisés bio. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Oui, mais dans tous les cas, si par exemple on veut arrêter le glyphosate, un débat qui traverse notre pays. C'est ce qu'a garanti le gouvernement. Oui, enfin bon, pour l'instant on n'en voit pas la couleur. Donc moi, je veux bien. Pas maintenant, je le reconnais. Je veux bien qu'on nous dise qu'on en sorte, et je serai la première à m'en féliciter si on en sort. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si on crée des emplois paysans, où forcément il faut revenir. Si on veut pas mettre des pesticides partout, il faut revenir à une agriculture intensive en main d'œuvre. On est obligé de faire ça. Et je vais vous donner un deuxième exemple où là, pour le coup, c'est une étude de l'ADEME. Je pense pas que l'ADEME, par exemple, soit une agence qui soit contestable ou qui soit la France Insoumise. La transition énergétique. Et ça serait intéressant de parler du projet de loi énergie dont on parle actuellement à l'Assemblée nationale en lien avec le rapport qui est sorti aujourd'hui sur le climat. Si on fait la transition énergétique, la rénovation des logements, qu'on va vers le 100% énergie renouvelable, c'est 900 000 emplois concrets. Mais ça dépend directement de l'État. Le Premier ministre l'a dit à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas le porte-parole du Premier ministre, mais il a dit à l'Assemblée nationale qu'une des priorités pour les mois qui viennent, c'était justement la rénovation des bâtiments. Donc ils le font tard, mais ils commencent à s'y mettre. Mais c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on devrait faire. Et toutes les associations, pour le coup, le disent. En fait, on est en train de faire... notamment dans ce projet de loi, il y a été inscrit l'état d'urgence écologique et climatique. Alors nous, ça fait longtemps qu'on le demande, donc on est bien content que ça soit. Sauf que, dans ce projet de loi, il continue après 2022 les centrales charbon-biomasse, qui sont extrêmement néfastes. Par exemple, ça c'est une des choses qu'on continue à faire. On continue à subventionner les énergies fossiles, alors qu'on sait que si on veut atténuer le changement climatique, il faut laisser les énergies fossiles dans le sol. Donc moi, je veux bien qu'on déclare l'état d'urgence écologique et climatique, j'en serais ravi. Mais alors, il faut des actes derrière, parce que sinon, c'est pas sérieux. Nous sommes en direct avec Mathilde Panot, qui donc maintenant dirige le groupe à l'Assemblée. Elle est vice-présidente de ce groupe. La présidence est toujours occupée par Jean-Luc Mélenchon. Un mot d'histoire concernant justement la France Insoumise. Oui. Et c'est important que vous soyez là ce matin. Jean-Luc Mélenchon, l'autre jour, s'est un peu étonné qu'on veuille le sortir. Je rappelais votre itinéraire. Vous avez milité dans de nombreuses associations, et la dernière d'entre elles, donc, est une association qui a fait la jonction avec la France Insoumise au début de la campagne. De l'intérieur de la campagne, il ne s'agit pas simplement forcément de stigmatiser, disons, les travers ou les qualités de Mélenchon, car il a été, avant la campagne présidentielle, loué pour ses qualités oratoires, et puis après, donc, traité un peu de tous les noms à cause de son comportement. Mais de l'intérieur, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé
entre le succès de ce premier tour, même s'il n'y a pas eu de qualification, et le score désastreux des européennes de ces derniers temps? Parce qu'il y a les jugements des journalistes, comme moi, mais il y a aussi le jugement de ceux qui militent à l'intérieur. Or, il y a forcément une explication. Oui, il y a une explication. Bon, déjà, je pense qu'on n'a pas réussi à mobiliser nos électeurs. Pour plusieurs raisons. Il y a des questions qui sont inhérentes à la France insoumise, et puis il y a des questions qui sont... Mais c'est quoi? C'est la division? Qui sont que c'est une élection européenne, et qu'une élection européenne, c'est compliqué pour nous de mobiliser sur cette question, et que globalement en Europe, notre courant de pensée est quand même en régression. On perd 10 sièges par exemple à la GUE, qui est le groupe que nous avons au Parlement européen. Si on fait les choses plus inhérentes à la France insoumise, contrairement à ce qui a été dit, et moi je tiens à le dire, nous n'avons pas été sectaires. Nous sommes la seule liste, je crois, qui a pris en tête de liste une femme qui ne vient pas de la France insoumise directement, mais qui était porte-parole d'Oxfam, Manon Aubry, qui a fait, je crois, une campagne qu'on ne peut pas ne pas qualifier de dynamique, d'énergisante, etc. Si les Français alors le problème, pas, je vais arriver au problème. Et on en termine parce que nous sommes au tas. La première des raisons, c'est que nous n'avons pas réussi à coller un message sur qu'est-ce que c'était voter insoumis, alors que les autres l'avaient. Vous votiez Europe Écologie Les Verts, c'est dans le nom, donc vous aviez l'impression de voter pour le climat. Vous votiez Macron, vous votiez pour l'Europe et contre Le Pen. Vous votiez Le Pen, vous votiez contre Macron et contre l'Europe. Donc nous n'avons pas réussi. On s'est fait un peu piéger avec ce référendum anti-Macron qui finalement a bénéficié au Rassemblement national, mais nous avons quand même des points d'appui dans cette campagne européenne, avec notamment 6 eurodéputés. Mais est-ce qu'il y a une responsabilité de celui qui est quand même, parce que de l'intérieur de la France insoumise, vous avez eu les propos de Thomas Guénolé, vous avez eu les propos de plein de gens qui considèrent que règne une certaine forme, je ne vais pas dire de dictature, parce que ça serait absurde, mais disons de gouvernement du mouvement autoritaire, personnalité de Mélenchon mise en avant. C'est-à-dire son talent et en même temps ses défauts, comme nous tous. Je pense que pendant la présidentielle, on disait souvent que Jean-Luc Mélenchon était un homme seul. Avec les 17, avec les 6 parlementaires à l'Assemblée nationale, avec les 6 eurodéputés, avec les 2 sénateurs et avec les gens du mouvement qui émergent dans plein d'espaces de ce mouvement, on ne peut pas dire que Jean-Luc Mélenchon est un homme seul. Donc non, ce n'est pas la responsabilité seule de Mélenchon. C'est une responsabilité collective de la campagne qu'on a menée. Merci Mathilde Panot. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du groupe à l'Assemblée et que vous avez travaillé en liaison avec les 2 sénateurs et avec le groupe européen. Il est 8h30, nous avons rendez-vous avec la revue de presse de Michel Grossueur. Bonne journée à vous.